Aujourd'hui, je vais parler de mes échecs au travail et un petit peu de ce que j'ai pu voir, ressentir euh, par rapport au monde du travail, à mes différents emplois et aussi vous parler de par où je suis passée dans le monde professionnel. Alors en fait, j'ai commencé quand j'étais en troisième. J'ai redoublé une première fois ma troisième et puis je suis partie en école privée de coiffure. Donc c'était une école qui coûtait extrêmement cher à mes parents. Et la coiffure, c'était ma passion. C'était absolument ce que je voulais faire. Je voulais coiffer des mariés. Je ne savais pas encore à l'époque que c'était tout un métier, enfin vraiment que de la coiffure. Il fallait faire que de la coiffure et faire des mariés de temps en temps. Mais là-bas, je voulais faire des coiffures de mariés. Et du coup, je me suis dit, allez, on part en coiffure et puis je vais faire mes études dans une école privée. L'école publique, il n'était pas faite pour moi parce que déjà, si je voulais aller en CFA, il fallait que je trouve un patron et j'en trouvais pas. Avec ma personnalité, j'en trouvais pas, ni, que ce soit mon caractère ou physiquement, j'en trouvais pas. Et aussi, l'école publique, pour juste passer un CAP, déjà, il fallait rentrer sur dossier, donc il fallait de très très bonnes notes. Et aussi, le problème, c'est que je me sentais pas à ma place dans l'école. Donc, je me suis dit, je pars en école privée, je vais me sentir bien, je vais être écoutée, je vais être comprise. Et même si mes parents payent cette école, je vais me donner à fond pour réussir. Euh, et cette école a été très révélatrice pour moi parce que j'avais pas du tout confiance en moi. Au fond de moi, j'avais pas du tout confiance en moi. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis passée d'une élève vraiment milieu de classe, entre guillemets, vers même la tranche basse, avec une moyenne assez faible, entre 10 et 13, quoi. Et puis, je suis arrivée en école de coiffure et là, je me suis retrouvée première de classe. J'ai quasiment été première de classe sur quasiment tous les trimestres en 2 ans. Et en fait, ça a créé un petit peu de la jalousie parce qu'en fait, l'école nous montait les uns contre les autres en nous disant si vous êtes les trois premiers de la classe vont avoir des facilités à trouver un emploi derrière, à trouver un patron pour continuer les études. Vous avez beaucoup plus de chances que si vous êtes septième de la classe ou si vous êtes allé en école publique ou quoi ou qu'est-ce. Donc en fait, moi je me suis dit, chouette, je suis première de la classe, je vais trouver un patron après, je suis la meilleure et tout. Sauf que en école de coiffure, il y a aussi le problème des profs. J'avais ma professeure de pratique qui ne pouvait pas me supporter. C'était physique, clairement c'était physique, elle ne pouvait pas me supporter. Donc j'étais première de la classe et elle me disait non mais Mélanie, t'arriveras à rien, je crois pas en toi, tu trouveras jamais de patron, vu comment t'es, c'est sûr tu trouveras pas d'emploi. Ma foi, elle a eu raison parce que je n'ai pas trouvé d'emploi dans la coiffure après. Euh, et puis je savais pas, dans la ville où j'habitais, il n'y avait pas d'emploi à ce moment-là. Enfin, il n'y avait vraiment pas d'offre d'emploi dans la coiffure. C'était un secteur vraiment très, très, très bouché. Et donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Chercher des patrons, je n'en trouvais pas. Je ne trouvais pas de solution. Et puis, je suis partie dans un autre département un an après pour aller. J'ai trouvé un patron dans un autre département avec une autre école pour passer un diplôme supplémentaire. Et puis, en fait, ce patron, au bout de 3 mois, à la fin de la période d'essai, chez qui ça se passait plus ou moins bien, m'a dit, me dit 2 jours avant, a dit à mes parents, je suis trop content de Mélanie, elle travaille super bien, elle est autonome, et blablabla, il me lançait des fleurs. Et puis, le mardi, il me prend en entretien et me dit, je mets un terme à ton contrat, fin de période d'essai, je te licencie, merci, au revoir. Ok. Et là, c'était le premier échec, parce que je me suis dit, oula, je suis au boulot, je viens de commencer, ça fait 3 mois que je suis en entreprise, je ne savais pas encore ce que c'était vraiment le monde du travail réel, donc ça faisait que 3 mois que j'étais dans le vrai monde du travail. Hop, premier atout. Alors, je ne vous dis pas le premier emploi qu'on perd, je pense que ça marque tout le monde.
Sauf que moi, j'avais quitté mon département, donc je me suis retrouvée dans mon studio, sans rien, avec une nouvelle école qui était vraiment pas adaptée, hein, qui était vraiment encore plus stricte que ce que j'avais connu. Pour vous dire, hein, quand on avait des pauses le matin et l'après-midi, on n'avait pas le droit de sortir de l'établissement, on n'avait pas le droit d'utiliser notre téléphone de la journée complète. Téléphone éteint obligatoire, on n'avait pas le droit. Pour ceux qui fumaient, ils n'avaient pas le droit de sortir fumer, sauf pendant la pause du repas. Donc autant vous dire que c'était l'anarchie là-bas, hein, c'était n'importe quoi. Et du coup, 3 mois plus tard, j'ai décidé, 3 mois après avoir après avoir quitté mon travail, j'ai décidé de rentrer chez mes parents. Et je me suis dit, bon c'est pas grave, on va attendre un petit peu, et puis on va essayer de trouver dans la coiffure malgré tout. Hein, je vais essayer de postuler à toutes les offres d'emploi que je trouve. Et puis, il est arrivé que je trouve une offre sur Internet pour postuler à Paris, dans la coiffure. Donc, je vais à Paris, je fais l'entretien. Et puis, moi, c'était un de mes rêves aussi. Je me suis dit, pourquoi pas Paris, en fait, vu ma personnalité, je vais pouvoir, tout de suite, je vais pouvoir travailler à Paris, en fait. J'ai le style qui correspond à Paris. Très mauvaise idée, parce que je suis tombée des nues quand je suis arrivée dans ce fameux salon de coiffure. En fait, pas du tout. J'avais beaucoup de... c'était comme, pas un fantasme, mais en fait, j'avais imaginé quelque chose de totalement différent. Et ce qui est arrivé, c'est que c'était tout l'inverse, en fait. C'était pas du tout fait pour moi, Paris. Et du coup, j'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit oui, vous êtes intéressé par mon profil, mais non, en fait, ça va pas aller. Donc, je me suis dit non, il faut absolument que je trouve un emploi par chez moi. C'est pas possible. Je peux pas partir à Paris. C'est pas fait pour moi. Et puis, il y a un salon de coiffure que j'aime, mais que je voulais absolument travailler là-bas. C'était le salon de mes rêves, entre guillemets. Alors, il ne faisait pas du tout de coiffure de mariée, mais il faisait des coiffures atypiques, des couleurs atypiques. C'était le seul salon de coiffure dans ma ville qui sortait du lot. Et une offre d'emploi s'est présentée. J'y suis allée et j'ai totalement foiré mon entretien et mon essai. J'ai perdu les pédales, clairement. J'ai pas été respectueuse, j'ai fait n'importe quoi, mais n'importe quoi. Et là, la patronne me dit, non, écoutez, je vois pas pourquoi vous êtes venu, parce que vous correspondez pas du tout, vous avez le style vestimentaire, mais le reste, rien du tout, quoi. Et là, je me suis rendu compte en sortant de cet entretien que je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai foiré mon entretien, alors que c'était un de mes rêves, de travailler là-bas. Je dis, mais quelle nouille, la honte de ma vie. Et là, je me suis dit, s'il n'y a toujours pas d'offre d'emploi dans les semaines et mois à venir, il va falloir que je trouve autre chose. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai commencé à me dire, je vais faire autre chose de ma vie, puisqu'il n'y a pas d'offre dans la coiffure, il n'y a plus rien. Et je vais chercher un autre métier qui pourrait me plaire. Et je suis arrivée en centre de formation. J'ai commencé à faire un stage dans une maison de retraite. Ce stage m'a tellement bien plu qu'au bout d'une semaine, je me suis mise en arrêt maladie. Quand j'ai vu les conditions de travail dans lesquelles je devais bosser et les conditions dans lesquelles on traitait les personnes âgées, ça m'a mis hors de moi. Donc tout de suite, j'ai eu un blocage physique et je me suis dit, je me mets en arrêt, c'est pas possible. Et après, je suis arrivée dans un deuxième stage où j'étais dans la vente, alors que je ne voulais surtout pas aller dans la vente. Quelques années auparavant, quand j'avais des personnes autour de moi qui étaient en vente, et je dis, mais comment vous faites? Je dis, c'est un métier de merde. Je dénigrais le métier, il n'y a pas à dire. Je disais, mais jamais de la vie je ferais ça. Sauf que c'est devenu mon métier. c'est devenu officiellement mon métier. J'ai fait un premier stage dans un commerce de prêt-à-porter et j'ai tout de suite accroché. J'ai accroché direct. L'entreprise était top, les clientes étaient top, mais rien à voir. La confiance en moi reboostée. Je dis, allez, je vais dans ça. Je trouve un deuxième stage dans une autre entreprise, pareil, une patronne exceptionnelle qui m'a appris plein de choses. Vraiment, j'ai passé un deuxième stage, mais au top du top, et je me suis dit, je passe mon diplôme. Je commence la formation pour passer mon diplôme. Je refais des stages dans ces deux mêmes entreprises. Je valide mon diplôme.
Et là, je me dis, bon, bah, il n'y a plus qu'à travailler maintenant. Vu qu'il y avait je me suis dit, dans le commerce, il y a toujours de la place. Toujours de la place. Et du coup, bah, je suis arrivée dans le monde du travail. Donc, j'ai commencé par postuler en boîte d'intérim, tout simplement. Et puis, bah, j'ai été recontactée par l'entreprise, dans la première entreprise où j'avais fait mon stage, pour aller travailler là-bas. Bon, bah, nickel, je fais de l'intérim là-bas, par-ci par-là, trop contente. Mes premières expériences dans le commerce, en intérim en plus, je ne connaissais pas du tout le monde dans l'intérim. On m'avait dit, tu vas voir, en intérim, tu trouves du boulot tout le temps, tout ça. Bon, ce n'était pas officiellement vrai pour moi, mais trop contente de faire de l'intérim là-bas. Et puis, je faisais aussi d'autres petits boulots en intérim, une journée par-ci par-là. Ok. Puis après, j'ai trouvé un CDD dans un magasin de chaussures. Alors par contre, j'ai pas du tout accroché le monde de la chaussure. Clairement, j'ai dit que la chaussure, c'était pas du tout fait pour moi. Hein. J'ai fait 15 jours de CDD, il me semble. 15 jours, je crois. J'ai dit non, je ne retournerai pas dans la chaussure parce que je me suis clairement ennuyée. J'ai pas apprécié. Et puis, bah, hop, l'intérim s'est arrêté tout d'un seul coup. Il y avait plus trop de boulot dans l'entreprise où j'allais. Et puis, bon, bah, je me dis, bon, bah, hop, je vais regarder s'il n'y a pas une occasion qui se présente quelque part. Et puis, je trouve une nouvelle formation gérée par un grand groupe où là, j'ai la possibilité donc toujours de travailler dans ma ville et avec une formation à Paris. Bon, je me dis, chouette, vas-y, j'y vais. Et puis, cette formation, ça a été… en fait, on nous a mis vraiment on nous a fait croire un truc extraordinaire. Vraiment, on nous a vendu la chose, mais merveilleuse, quoi. Et en fait, je suis arrivée la première journée dans le grand groupe à Paris. Et on me dit que, en fait, on est 2 pour le même poste. Pour la même ville, et on me dit clairement c'est pas possible, et ce qu'ils recherchent qu'une personne, mais par contre ils cherchaient une personne pour partir dans le 28 et ils ont trouvé personne, donc ils me demandent si j'accepte de partir dans le 28, et comme moi j'avais déjà eu des expériences à droite à gauche dans d'autres villes, moi ça me posait pas de problème de partir, de déménager, je m'en foutais. Je me suis dit chouette, comme ça, je pars dans le 28, je suis à côté de Paris, c'est super. Enfin, je suis plus qu'à 1 heure de Paris, super quoi. Donc j'y vais. Et puis, avant de commencer vraiment directement dans les magasins où j'allais travailler, donc on a fait des mois de formation, donc que ce soit à Paris ou dans le Nord, parce qu'en fait il y avait l'entreprise était à Paris, les locaux étaient à Paris, mais il y en avait d'autres aussi dans le Nord. Ma foi, il faisait très très froid dans le Nord, je me rappelle, ça glaçait le sang, c'était atroce. Et il a fallu, du coup, à un moment donné, aller travailler, parce que la formation, c'est bien gentil, mais il faut aussi, c'était un petit peu comme une alternance. Et en fait, il fallait aller travailler. Donc, à cette époque-là, donc c'était le grand groupe, en fait, c'était un distributeur, si vous préférez, dans la grande distribution. Donc, c'est-à-dire que, en fait, moi, je refaisais des rayons complets, certains types de rayons. Donc, c'était travailler soit très tôt le matin, soit très tard le soir, la nuit, voilà. Donc, les conditions de travail n'étaient pas… Au niveau horaire, c'était pas terrible, en fait, parce qu'on travaillait surtout le matin, à partir de 3-4 heures du matin pour ma part, et puis on s'arrêtait vers 2 heures. Donc, après, on était super fatigués, et puis, mais j'avais commencé à trouver le rythme. Et puis, au bout de quelques semaines, je vais pour faire un premier bilan avec mes supérieurs, qui étaient des hommes. Et en fait, pendant des semaines, ils faisaient que de me harceler pour me dire « Mélanie, il faut faire plus. Tu fais pas assez, tu présentes pas assez bien. » En gros, ils me rabaissaient mais quotidiennement, sauf que moi, je me suis dit, vu le caractère que j'ai, non, je me laisse pas faire. Allez, on y va. Je vais faire des progrès et tout. Et puis, un beau matin, je vais pour travailler dans mon premier magasin, qui était à 3 minutes de chez moi. Puis après, je devais retrouver un de mes supérieurs au magasin d'après pour faire le bilan. Et puis on arrive, j'arrive, je fais mon boulot, puis après je pars, et puis je me dis, je me sens pas bien.
je me sens, je sais pas ce qui m'arrive, je dois être malade ou je sais pas. J'arrive au deuxième magasin, j'attends mon responsable et là je lui dis, je suis malade, je me sens pas bien. Et il me dit, bah ouais, alors qu'il faisait à peine jour, hein. Il me dit, ah bah oui, t'es toute blanche, qu'est-ce qui se passe? Va à l'hôpital et tout. J'arrive aux urgences et en fait, après quelques examens, il y a une infirmière qui vient me voir et qui me dit, écoutez, je pense que c'est votre travail, je pense qu'il faut arrêter, en fait, je vais vous mettre en arrêt maladie parce que vous n'êtes pas bien. Je pense il vous faut du repos. J'ai dit, mais comment ça, du repos? Je dis, moi j'ai trouvé mon rythme. Je dis, non, au boulot, ça va quoi. Sauf que je faisais, comme je disais dans l'épisode précédent, le déni. Le déni était déjà là, à cette époque-là. Et puis, tout de suite, j'ai réagi en fait. Je me suis dit, je me laisse pas faire, je vais pas bien. Il y a des supérieurs qui veulent me contrôler et qui me rabaissent tout le temps. C'est pas ma personnalité, je m'en vais. J'ai réussi à m'en aller. J'ai réussi à dire à mon supérieur, écoute, on interrompt le contrat, on fait un licenciement. Et j'ai été licenciée 2 semaines après, je crois, quelque chose comme ça, enfin vraiment pas longtemps après, vraiment comme un accord, en plus vraiment, ça s'est bien passé en fait, le licenciement, hop, ça a été comme un accord, j'étais se disant pas faite pour le boulot, entre guillemets, puis ils m'ont licenciée, j'ai eu des indemnités, enfin vraiment, là par contre, ils ont été sympas sur ce coup-là, quoi. Donc j'ai été rendre mon véhicule à Paris, j'ai rendu mon logement dans le 28 et puis je suis retournée chez mes parents, encore une fois. Et puis je me suis dit, ce métier-là, il n'était pas fait vraiment pour moi, donc j'ai dit, je vais rester dans le commerce prêt-à-porter et puis voilà, je vais bien trouver un emploi, voilà quoi. Et puis je décide d'envoyer un message au magasin auquel je travaillais avant, j'envoie à la responsable, je suis rentrée, j'ai arrêté la formation à Paris, si tu as besoin de moi, je suis là. Et en une demi-heure, elle m'appelle et elle me dit, ah bah super, j'ai besoin de toi, je te fais un CDD. Oh, et donc j'étais là, ah ouais. Et on me propose un CDD de 3 mois, j'y vais. Et puis au bout de 3 mois, elle me dit, bon écoute, en fait, il y avait une personne qui partait à la retraite et moi, je ne savais pas encore l'envers du décor de tout ce qui se passait mais, à cette époque-là. Mais je suivais un petit peu de loin, mais je faisais mon boulot correctement parce que j'espérais, je voulais travailler, donc je faisais tout pour bien travailler. Et puis, elle me dit, je te propose un CDI. Waouh. J'accepte. J'adore ce magasin, j'adore mon boulot. Oui, j'accepte. Et donc là, je me dis, super, je suis prise en CDI, donc je vais pouvoir retrouver un logement, retrouver mon autonomie, tout ça, super. Et puis, j'emménage dans une maison, et puis, qui était hors ville. Et puis, je fais la route tous les jours, tout ça. Et puis, le boulot ne se passait pas super bien, en fait. Une fois embauchée, je me suis rendu compte de la supercherie. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de faire... des fois, je ne comprenais pas pourquoi je n'étais pas prise en intérim là-bas alors qu'il y avait du boulot, il y avait de la demande. En fait, tout simplement parce que toutes les personnes en école de commerce allaient là-bas en stage, que ce soit en stage de 3e, en stage de lycée, en apprentissage. En fait, tout le monde, même en école privée, tout le monde allait faire ces stages là-bas. Donc en fait, oui, normal en fait qu'ils n'avaient pas besoin de main-d'œuvre puisqu'ils en avaient déjà gratuitement. Alors que moi, je ne voyais pas ça, en fait, quand j'ai commencé là-bas, j'ai saisi l'opportunité, en fait, et j'ai trouvé ça extraordinaire, quoi. Et puis, en fait, il a commencé à avoir des tensions dans le travail, et puis des petites, et puis plus ça allait, plus il y en avait. Et puis, j'ai eu quelques petits problèmes, parce qu'en fait, tout simplement, j'avais une voiture à l'époque qui, l'hiver, faisait un petit peu des caprices, hein. C'est-à-dire que je suis arrivée une fois en retard parce que ma voiture n'a pas démarré. Après, je pense que peu importe l'âge de la voiture, hein, clairement, ça arrive à tout le monde que sa voiture ne démarre pas alors qu'il gèle, il fait moins 5 dehors, les portières sont gelées, la voiture ne démarre pas, tu ne sais pas ce qui se passe, voilà quoi. Donc, je téléphone en me disant je vais arriver en retard parce que ma voiture elle est en panne, puis personne pour m'emmener, hein, et puis pas de transport, enfin voilà quoi, vraiment la galère. Et donc du coup, hop, ça a été l'élément déclencheur. Et après, en fait, on me disait, oui, Mélanie, change de voiture.
tous les jours, on me disait change de voiture. Je dis bah oui, mais c'est bien beau de vouloir changer de voiture, mais j'ai ma voiture, j'y tiens. Et je dis mais le problème c'est que changer de voiture c'est bien joli, mais il faut peut-être de l'argent pour acheter une nouvelle voiture. Cet argent-là, j'en avais une partie, mais j'avais pas la somme complète pour acheter un véhicule. Enfin, quand on parle d'un véhicule à 17 000 euros, donc bon. Et puis je finis par au bout de quelques mois, je cherchais du coup un nouveau véhicule et puis j'ai enfin trouvé un véhicule. C'était au tout début de la prime à la reconversion là. C'était les premiers mois qu'ils ont lancé ça. Donc, chouette, j'achète un véhicule, j'ai une prime de 2 000 euros. Bon, ça m'a fait mal au cœur, mais bon, ma voiture a dû partir à la casse alors que c'était la voiture de mon père. Hein. Donc, ça m'a fait vraiment mal au cœur. Si j'avais su, avec du recul, je n'aurais pas mis la voiture à la caisse. En fait, j'étais sous la pression constante de ma responsable qui disait « change de voiture ». Donc, là, je lui dis... je lui ai dit quelques semaines avant, ça y est, j'ai trouvé un véhicule, comme ça j'aurais plus jamais de problème, parce que moi j'étais trop naïve, à cette époque-là j'étais trop naïve. Et puis j'achète mon véhicule, donc je vais à la banque, enfin j'ai l'accord de la banque pour faire pour le paiement, tout ça, je vais chercher mon véhicule. Et le lendemain, je suis convoquée au bureau de la responsable et elle me dit en fait, il y a eu un événement, une semaine avant dans l'entreprise qui a fait que en fait, j'ai été soupçonnée de vol. Je vais être honnête avec vous. Hein. Et du coup, en fait, j'ai été mise à pied. Ma responsable ne pouvait plus me supporter, son supérieur ne pouvait pas me blairer et défendait ma responsable. En fait, j'ai été mise à pied pour quelque chose que j'avais pas fait, concrètement. Mais il y avait 2 personnes, il y avait moi et une autre personne. Ils ont préféré croire l'autre personne que moi. Bref, soit c'était fait exprès, parce qu'en fait, comme elle ne pouvait plus me supporter, il fallait bien qu'elle trouve une excuse. Délai de mise à pied dépassé. Bon, on te convoque, écoute, on a écouté tout le monde, blablabli, blablabla. Une plainte a été déposée pour vol. Écoute, le lendemain que j'achète mon véhicule, elle me convoque, elle me dit on te licencie pour faute. Tu prends tes affaires, tu t'en vas. Et alors là, je dis mais quoi? Je dis mais comment ça? Je dis mais c'est pas moi. C'est pas moi, vous avez aucune preuve. Je dis vous m'accusez à tort alors que hein? Je dis je te rends compte, j'ai tout fait pour mon boulot. Je dis, je compte pas mes heures. J'ai même acheté ma nouvelle voiture, là, pour surtout pas tomber en panne, parce que tu me le reprochais. Elle me dit, non, mais Mélanie, de toute façon, j'ai plus confiance en toi. Et en fait, quand on a un délit comme ça sur le dos, il faut savoir qu'on a interdiction de retourner dans l'endroit où on a été licencié pour faute. Alors que moi, c'était toute ma vie. Ce boulot-là, c'était toute ma vie. J'adorais travailler là-bas, j'étais bien, c'était génial. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, mais non. Et là, la colère m'a monté. Je dis, mais c'est pas moi, j'ai pas volé dans ce magasin. Et là, je me laisse pas faire. Et là, je dis, il faut arrêter de me prendre pour une conne. Je suis plus une enfant, en fait. J'ai viens de dépenser 17 000 euros dans un véhicule que je n'aurais pas dû acheter. J'ai rendu ma voiture de collection, je l'ai mise à la casse à cause d'elle. Je me retrouve sans emploi, sans indemnité. Non, c'est hors de question. Et en fait, j'étais suivie par les délégués du personnel qui sont soi-disant en ta faveur, mais en fait qui ne m'ont jamais défendu. Et là, j'ai dit stop, je me laisse pas faire, je fais une action en justice. Et j'ai bien eu raison de le faire. Alors, le problème, c'est que ça a mis du temps. Donc déjà, psychologiquement, je vous laisse imaginer mon état. C'est-à-dire que j'ai fini en dépression. Clairement, je suis allée voir des psys. Et puis, ce qui est très simple, c'est que quand vous êtes licencié pour faute grave, donc c'est notifié.
Et en fait, pour retrouver un emploi après, je vous souhaite bonne chance. Parce qu'en fait, mon nom a circulé partout pour pas que les gens m'embauchent. Alors que moi, j'avais rien fait. Hein. Mais mon nom a circulé partout, comme quoi, ah bah non, faut surtout pas embaucher Mélanie parce que c'est une voleuse. Alors que rien du tout. Au début, je comprenais pas. Parce qu'au début, je ne savais pas. Et au début, je comprenais pas pourquoi les gens ne voulaient pas me prendre au travail. Je comprenais pas du tout. Et en fait, un jour, j'ai compris parce que j'ai une copine, j'avais une copine là-bas, qui travaillait là-bas en même temps que moi, et qui a continué à travailler là-bas, et qui me dit, bah non, en fait, on a reçu un appel de l'employeur pour savoir comment tu travaillais. Et du coup, la responsable a dit de qui de quoi. Ah ouais, mais je comprends mieux pourquoi je ne suis pas embauchée en fait dans les autres entreprises. Et du coup, là, je me suis dit non, on lance un procès, hors de question que je me laisse faire et tout ça. Donc, à savoir que lancer un procès, c'est très compliqué. Ça demande beaucoup de temps et d'argent que je n'avais plus, puisque j'avais plus d'indemnité, j'avais pas de chômage, parce qu'on vous, on vous supprime vos indemnités de licenciement quand vous êtes licencié pour faute. Vous n'avez pas d'indemnité de licenciement, vous n'avez pas accès au chômage tout de suite, vous avez un délai de carence supplémentaire. Enfin bref, vraiment, vous êtes dans la mouise, pas possible. Donc en gros, si vous n'avez pas d'argent de côté pour payer vos factures, bon courage. Sachant que moi, je venais d'acheter un véhicule. Et donc là, on me dit, du coup, il y aura tant de frais d'avocat. Je dis à la personne, par contre, vu les difficultés financières que j'ai, est-ce qu'on peut faire un paiement en plusieurs fois et tout ça. Donc par contre, l'avocate a accepté d'avoir un paiement. Je lui faisais des paiements tous les mois, je crois. Et on a commencé l'action en justice. Et puis, malgré tout, en fait, il y a des personnes qui ne croyaient pas en mon discours, en fait, ou même qui croyaient en mon discours, mais mon discours, en fait, n'était pas assez solide. C'est-à-dire que comme il y a zéro preuve, en fait, c'est une parole contre une autre parole. Et donc, en fait, on m'avait dit, il y a 50-50 de chance, quoi. Et je me suis dit, non, de toute façon, c'est hors de question que je me laisse faire. C'est hors de question, je ne laisse pas ça passer, ça m'atteint trop. Ça pourrit ma vie, je ne peux plus travailler. Je suis obligée de déménager. Je vais être obligée de déménager pour trouver un autre emploi, pour retrouver un travail, en fait. Et c'est ce qui s'est passé, d'ailleurs. Et en fait, le Covid est arrivé. Le Covid est arrivé. Le fameux Covid, et en fait l'action en justice en fait, a été redécalée, puisque bien sûr c'était en plein confinement. Donc en fait ça a redécalé d'1 an. Donc comment vous dire que quand vous attendez une reconnaissance, 1 an c'est très long. 1 an d'attente supplémentaire, ça a été super long. Et en fait j'ai du coup décidé de changer de département pour retrouver un travail. Sauf que j'habitais toujours où j'avais loué ma maison quand je travaillais à mon ancienne entreprise. Et du coup, il y a des patrons qui n'ont pas cru en moi. Parce qu'ils m'ont dit, non, mais faire la route aussi loin, tout ça. Je dis, oui, mais justement, j'y cherche un travail pour avoir un autre logement dans la ville et tout ça. Je meublais comme je pouvais, en fait. Et il y a eu une entreprise pour laquelle j'ai postulé, pareil, un grand groupe. Et là, en fait, j'ai décidé d'être honnête. Elle me dit, pourquoi vous postulez chez nous, pourquoi à plus d'1 heure de chez vous? Et là j'ai été honnête, je leur ai dit pour qui, pourquoi, et ils m'ont regardé, ils ont dit non mais vous prenez pour qui là, non mais n'importe quoi, vous croyez qu'on va vous embaucher après ce que vous nous dites? Et là j'ai compris qu'en fait même si c'était une accusation à tort, même si j'avais raison et que j'ai pas commis de faute, un patron peut vous flinguer votre carrière, en fait. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de ne plus rien dire. J'ai décidé de mentir, tout simplement. Et après, je rentre chez mes parents. Je rentre chez mes parents. Non, j'étais chez mes parents et puis j'ai postulé à une offre donc dans l'autre département. Et puis, je reçois un coup de téléphone sur la route en disant bonjour Mélanie, je suis super intéressée par ton CV, je vois qu'il est hyper rempli, mais bon, je comprends pas trop pourquoi tu veux venir, tu veux venir aussi loin de où tu habites. Tu peux m'expliquer tout ça? Et puis je lui dis non, en fait c'est parce que je souhaite déménager, tout ça et tout ça. Elle me dit t'es dispo quand pour un entretien? Et je lui dis
Je dis, bah écoutez, aujourd'hui je ne suis pas dans le département, mais je dis demain, pas de problème, je viens. Il me semble que c'était le lendemain. C'était soit l'après-midi ou soit le lendemain. Enfin, c'était hyper rapide, quoi. Je vais à l'entretien, elle me dit, je suis super intéressée par ton CV. Enfin, franchement, elle me dit, si tu travailles comme c'est vraiment stipulé dans ton CV, enfin, franchement, je serais super ravie de t'avoir à nos côtés et tout. Enfin, et là, je me suis dit, waouh, quelqu'un qui croit en moi, alors que je traverse tout ça derrière, alors que du coup, j'ai dû cacher. Parce que je me suis dit, en fait, je veux être considérée vraiment comme une personne qui travaille bien, en fait. Cette personne croit en moi et elle me dit, eh ben écoute, si tu es prête à faire la route, eh ben je te prends à l'essai. Et cette personne-là a eu raison de me prendre à l'essai puisque, en fait, j'ai fait plusieurs mois en CDD. Et elle m'a dit, bah écoute, si tu veux, je t'embauche en CDI. Il y a une place, je t'embauche en CDI. Et là, je me dis, chouette. Et je dis, je vais pouvoir déménager. Parce que, alors, concrètement, je faisais 3 heures de route par jour. Donc, ça a duré 6 mois, 6 mois non-stop d'aller-retour. Et en fait, je voulais absolument déménager parce que déjà, mon mari travaillait déjà dans ce département-là. Donc, en fait, on travaillait chacun dans un département différent. Donc, c'était déjà compliqué au niveau de la route. Et puis, bah, voilà, moi, je voulais absolument me reconstruire parce que j'en pouvais plus. Après ce que j'avais traversé, j'en pouvais plus. Et j'ai signé mon CDI. Et puis après, ma patronne est partie dans un autre magasin. Alors qu'elle avait cru en moi. Donc, ça m'a tuée parce qu'elle avait tellement cru en moi, en fait, que du coup, j'étais super contente. Je m'entendais super bien avec elle. Et bon, malgré quelques trucs, encore les mêmes problèmes que dans les autres entreprises, c'est-à-dire qu'on me sous-estimait un petit peu, mais je me suis dit, elle a cru en moi, elle m'a fait confiance malgré que je ne lui ai pas tout dit sur ma situation. Et du coup, j'étais un peu dégoûtée, quoi. Puis il y a eu l'histoire du Covid, le confinement, puis ça a été repoussé, puis voilà, puis au final, ça s'est fait. Et en fait, je pense que j'ai pas supporté. Du coup, clairement, j'ai pas supporté. Et on en vient à mon problème de bras. Hein. C'est que j'ai pas supporté la contrainte d'avoir une nouvelle patronne. Je me suis dit non. Alors déjà, j'étais fatiguée, j'étais épuisée, j'en pouvais plus. Donc j'avais déjà eu le surmenage, hein, tout. Mais en plus, je pense que ça m'a aussi achevée parce que du coup, ma patronne qui part, avoir une autre patronne, alors que comme j'ai pas confiance dans les patrons, j'ai pas du tout confiance. Je me suis dit, oh là là, mais qui c'est que je vais avoir derrière, quoi. Et on me traînait aussi un peu, ce que j'ai pas précisé, c'est que dans cet emploi, j'ai postulé pour un magasin. Et en fait, je devais aller travailler dans d'autres magasins, dans la même ville, mais dans d'autres magasins. C'était une chaîne de magasins. Ça me plaisait pas déjà. Ça me plaisait pas parce que moi, j'ai signé un CDI pour ce magasin, en fait. Mais en fait, dans notre contrat de travail, c'est écrit mobilité géographique. Donc, de toute façon, on est même mis à même à être muté à travers la France. Donc, ça, j'avais pas le choix, je pouvais pas dire non. Et puis, au début, je prenais pas le sens des mots. C'est après, j'ai vu la contrainte, en fait, que c'était. En fait, on me trimballait de droite à gauche. Et c'est triste, quoi. Enfin, il y en a qui le vivent super bien. Moi, je le vivais super mal, en fait. Et je pense que ça a été vraiment... Il y a eu tellement de trucs qui ont fait que dans ce boulot, même si je me plaisais bien, je me plaisais moyennement. Et j'ai voulu me reconstruire, me prouver que j'étais capable de retravailler dans le commerce parce que je savais travailler, en fait, que j'avais vraiment les compétences. Et le problème, c'est que là, après, il est arrivé un problème au bras. Donc, je me dis, merde, qu'est-ce qui va m'arriver ? Et je voulais guérir de mon bras. De toute façon, je voulais guérir. Comme j'ai déjà précisé, je veux guérir. Sauf que là, le problème, c'est que l'entreprise, elle a fermé. Donc en fait, c'est encore un échec supplémentaire. C'est-à-dire que là, je suis encore plus coincée parce que je suis licenciée, mais sans être vraiment licenciée parce que je suis en arrêt de travail. Et les indemnités ne viennent pas. Et j'ai acheté une maison, sauf que la maison, il faut la rembourser en fait. Et je sais pas. Je sais pas comment... je sais pas comment faire. Parce que concrètement... on m'a donné tellement de responsabilités dans mes travails précédents. Dans tous les travaux que j'ai faits, on m'a donné des responsabilités. Il y a certaines responsabilités que je ne voulais pas prendre et on me forçait. Et du coup, je me suis sentie mal. Et même là, j'avais des projets pour l'avenir.
En fait, j'avais un projet pour l'avenir pendant que j'étais du coup encore en emploi en fait avant d'être en arrêt. Et en fait, ces projets-là, je ne sais même pas si je peux encore les avoir parce que déjà d'une, il faut des fonds. Je voulais créer une entreprise, donc en plus peut-être avec un local ou des choses comme ça. Et en fait, je me dis, avec mon état de santé actuel, est-ce que je peux me le permettre? Et la réponse est non, déjà. Parce que je le sais que physiquement, c'est non, ma santé ne me le permet pas. Et je me dis, bon, bah, vu que je voulais entreprendre, je me suis dit, allez, je vais pouvoir acheter une maison parce que j'ai un CDI, parce que on a fait plein de plans merveilleux et en fait, tout s'est arrêté et en fait, tout s'écroule. Parce que j'avais des projets professionnels et en fait, ces projets se sont stoppés net à cause de mon état de santé qui s'est détérioré. Et du coup, c'est l'incertitude de l'avenir, mais c'est aussi qu'est-ce que je vais faire, quel travail je vais faire, où c'est que je vais aller, qui va croire en moi, parce que bon, 2 ans et demi d'arrêt, il faut quand même pouvoir l'expliquer. Et donc, on est encore, je sais pas. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire de demain, si je vais pouvoir travailler un jour ou pas. J'espère que oui. Mais pour l'instant, c'est le flou total. Après, on n'a pas tous la même façon de réagir au travail. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, comme moi, sont à fond dans leur boulot, qui donnent toujours plus, qui se donnent à 110% pour leur patron, pour leur entreprise, qui ne s'écoutent pas. Et puis, je pense qu'il y a un problème de hiérarchie. C'est qu'en fait, selon ton échelon, tu te permets ou tu ne te permets pas des choses. C'est-à-dire que moi, en fait, je voulais qu'une chose, c'était évoluer. Et en fait, chaque fois que je voulais évoluer, en fait, on me cassait les jambes. Et pourtant, je faisais tout. Je faisais tout pour évoluer. Et malheureusement, en fait, j'ai jamais trouvé ma place. Parce que j'ai plutôt l'esprit, pas d'un patron, parce que ce serait mentir, parce qu'il y a des responsabilités que je ne veux pas prendre suite à l'accusation de vol. Il y a des responsabilités que je ne veux pas avoir, que je ne suis toujours pas capable d'avoir, et que je n'aurai peut-être jamais la capacité d'avoir. Mais j'ai fait en sorte d'évoluer pour avoir des échelons supérieurs, donc avant d'être responsable. Et en fait, comme on me sous-estime tout le temps, j'ai jamais pu avoir l'occasion de... Parce que j'ai prouvé, j'ai prouvé que j'avais ces capacités, mais les supérieurs refusent d'admettre que j'ai les capacités. Et donc, ce qui fait que du coup, c'est un frein. C'est un frein pour l'avenir parce que même si je n'ai pas le diplôme, non, j'ai les compétences et l'expérience. Mais comme ça n'a pas été validé par des supérieurs, je ne peux pas en fait, prétendre à ces postes. Et on m'a dit, pars en formation, fais un diplôme supplémentaire et tout ça. Et sauf que j'ai pas... Ça veut dire qu'il faut encore que je reprouve aux gens que je suis capable de le faire. Et je ne sais pas si j'ai envie de ça. Je pense qu'on est souvent trop sous-estimé par les responsables. C'est-à-dire qu'on en fait toujours plus. Et je vois des personnes autour de moi qui en font toujours plus, qui ne comptent pas ses heures, qui se donnent à 1000% et qui ne sont jamais gratifiés en fait. Donc maintenant, j'ai plus la même vision des choses. Vous allez me dire si c'est pareil, mais après, on est dans une société où après le Covid, maintenant les réseaux sociaux, on peut développer plein d'entreprises soi-même. Il y a tout un univers qui s'est ouvert. Et maintenant, on est un peu plus libre de se dire, vous savez quoi, ça ne me plaît plus, je m'en vais. Il y a des jeunes des jeunes entre guillemets, nouvelle génération qui font ça, qui se barrent, qui restent plus dans leurs emplois ou qui ne veulent plus de CDI. Parce que moi, je voulais absolument un CDI. La plupart des personnes maintenant, une partie des personnes ne veulent surtout pas être embauchées en CDI, ce que je peux comprendre aussi. Et on a envie d'avoir de la reconnaissance. Il y a aussi des gens qui veulent absolument être en télétravail, par exemple, on va dire soit 100%, soit 50% de leur temps, être en télétravail, parce qu'ils veulent se libérer aussi, je pense qu'ils veulent se libérer aussi de la pression des supérieurs, parce que clairement, la pression des supérieurs, c'est quelque chose qu'on ne parle pas souvent. Parce que quand on vous dit allez, il faut faire ça, allez, t'as un temps imparti et tout, alors qu'eux-mêmes ne font pas la moitié, mais que vous êtes tout en bas du tableau, c'est difficile à vivre. Il y a deux stades, il y a les personnes, il y a les supérieurs et il y a ceux qui sont en dessous.
Et en fait, pour moi, la différence est encore beaucoup trop grande. Parce que si tu es supérieur, tu gères tout, tu fais tout, tu es le roi du monde, entre guillemets. Et puis, euh, les ouvriers ou les simples salariés en bas de l'échelle, ils sont traités moins que rien, quoi. Et ça, j'espère que ça va changer encore plus dans les années à venir parce que je pense que pour moi, le diplôme ne fait pas tout. Il y a surtout l'expérience. Et en fait, je vois pas pourquoi une personne qui est soi-disant en bas de l'échelle ou qui a peu d'expérience ou qui n'a pas le diplôme, en fait, pourquoi les considérer moins bien que celui qui a le diplôme, celui qui est au niveau supérieur. Je sais pas, c'est pas parce que tu commences en stage ou tu commences ta première année d'expérience au travail que tu es censé faire la boniche. Enfin, j'ai quand même des années d'expérience derrière moi et c'était toujours à moi, parce que je suis la dernière arrivée dans l'entreprise, c'était toujours à moi d'aller mettre les poubelles, par exemple. Est-ce que c'est pas dégradant, ça, pour un salarié, de mettre les poubelles et de faire le ménage, de dire ah ouais, bah Mélanie, la serpillière, elle n'était pas très bien passée hier soir. Hein. Est-ce que vous trouvez ça normal? Alors que ce même patron ne va pas lever le petit doigt pour nettoyer une vitre. Parce que tu comprends, hein, c'est supérieur, donc je ne vais pas faire ça. Et après on se dit bah ouais, mais les salariés ont plus envie de travailler, enfin les gens n'ont plus envie de travailler, les gens ne veulent plus être en CDI, mais en même temps ils ont raison. Parce que c'est pas normal en fait d'être tout le temps dégradé, d'être sous-estimé par n'importe quelle entreprise en fait. Et de se taper dans les pieds entre salariés. C'est pas parce que tu as plus d'expérience ou parce que tu fais plus d'heures que l'un que l'autre que en fait que tu es censé dégrader l'autre personne en fait. C'est ça, et je pense que moi j'ai tellement voulu prouver aux gens que je valais plus que ça, que je voulais qu'on arrête de me sous-estimer et qu'on me dégrade. Et en fait j'ai toujours fait plus. Et en fait, ça ne donne rien parce que comme je suis toujours en bas de l'échelle, entre guillemets, je ne me considère pas en bas de l'échelle, hein, mais vu que je n'ai pas le diplôme à mon niveau, je serai toujours considérée comme une débutante en fait. Et ça, c'est très dur à supporter au quotidien. Et je pense que tous ceux qui ont eu la même expérience que moi, enfin, ou une expérience similaire pourront le dire, c'est que si tu n'es pas patron, que ce soit petite, moyenne, grande entreprise, si tu n'es pas patron, tu n'as rien à dire, déjà de une, tu t'écrases. Et si tu n'es pas content, en fait, alors les patrons savent te dire, hein, si tu n'es pas content, tu t'en vas. Des fois, tu n'as pas le choix. Et c'est vraiment une charge super lourde à porter, en fait, de se dire, ouais, en fait, je suis considérée comme un pion. Parce que de toute façon, le boulot, en fait, si tu ne le prends pas, t'inquiète pas, il y en a un autre qui va le prendre à ta place. Et donc en fait, le patron est toujours en supériorité et peu importe ce qu'il fait. Et ça, c'est vraiment triste. Je pense qu'il faut vraiment que ça évolue. Je pense que là, il y a déjà des choses qui sont en train d'évoluer. Hein. Il y a des choses qui sont révélées hein, au public, des secrets quand on voit comme les maisons de retraite, les EHPAD. Je suis désolée, ça fait tellement longtemps que ça existe. Il y a plein de secrets qu'il faut sortir en fait à un moment donné. Les salariés, si vous êtes maltraité par votre patron, envoyez-le chier, faites un procès. C'est pas normal de se laisser faire. Et moi, c'est clair que maintenant, je ne vais plus me laisser faire. C'est hors de question. Si je retrouve un emploi, si je peux retravailler un de ces 4 matins là, j'ai la chance de retravailler dans le commerce, ou même parce que j'aimerais bien arrêter de travailler dans le commerce parce que les horaires, enfin voilà, c'est un peu inadmissible aussi. Si le travail ne me plaît plus ou si je me sens mal, je partirai. Parce que je ne veux plus revivre tout ce que j'ai vécu avant. Donc voilà, est-ce que vous êtes aussi concerné par des problèmes comme ça de bas d'échelle ou si justement, ou si vous êtes patron, comment vous vous sentez par rapport à ce que moi j'ai pu exprimer ou si vous avez un avis différent, hein. D'ailleurs c'est tout à fait possible de se dire que moi en fait j'ai pas la science infuse entre guillemets, hein, mais je suis pas patron, mais je sais qu'il y a des salariés qui sont très difficiles à vivre au travail, mais est-ce que vous avez la reconnaissance ou non du travail effectué par vos salariés, savoir ce que vous en pensez et n'hésitez pas à partager, voilà, tout simplement.
pour la prochaine fois, je ne sais pas encore quel thème aborder, mais j'y réfléchis très activement. J'ai tellement de sujets sur lesquels discuter que je pourrais parler des heures et des heures et des heures. Mais j'essaye de faire un travail quand même assez approfondi. Donc voilà, à déterminer. Et puis sinon, à la prochaine.